Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Siem Swede. Elle est adjointe administrative à la préfecture de police de Paris. Si je le précise, vous comprendrez pourquoi. Elle répondra à une critique de Denis Jacob, qui est secrétaire administratif général du syndicat de police Alliance. À propos de son livre « Omerta dans la police », qu'elle a écrit en collaboration avec Jean-Marie Montali. Voilà, ce livre est paru au Cherche Midi. Siem Swede, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez répondre à Denis Jacob, qui est du syndicat Alliance. Je suppose, oui. Voilà, pourquoi ça vous fait tourner les yeux, ça? Oui, parce que, en fait, c'est le seul syndicat qui se dit contre mon livre, qui est soi-disant choqué de mon livre. Tous les autres syndicats ne disent rien, même l'approuvent et disent que j'ai raison, mais que voilà, je suis tenue au devoir de réserve et que derrière, donc je peux avoir des sanctions, mais que je dénonce des vérités et que c'est très bien. En même temps, je me demande si le titre n'est pas maladroit. Omerta dans la police, est-ce que ça ne devrait pas être Omerta dans la police des frontières? Parce que c'est plutôt dans cette police-là que l'essentiel des dysfonctionnements a été constaté par vous. Oui, on peut dire ça, puisque mon expérience à moi a été dans la police aux frontières d'Orly. Mon expérience mauvaise, on va dire. Voilà. Alors, pour dire aujourd'hui que vous êtes adjointe administratif à la préfecture de police de Paris, donc, et que là, vous avez retrouvé un peu la police dont vous rêviez et qui a suscité. Voilà. Exemplaire, des gens consciencieux, des gens tolérants, des gens qui font bien leur travail, et ça se passe très très bien. Voilà, je voulais qu'on le précise pour que... Parce que je dénonce bien certains dérives de certains fonctionnaires de la police. Je fais la différence entre la police que j'aime et j'aime servir et les policiers qui font très bien leur travail et certaines brebis galeuses qui salissent toute l'image de la police. Voilà, on écoute Denis Jacob du syndicat Alliance. Bonjour Madame Siem, j'ai lu votre livre « Omerta dans la police » et permettez-moi de vous dire que nous sommes très choqués en tant que policiers, syndicalistes policiers, du contenu de ce livre. Affabulation, méconnaissance du métier et incohérence, telle est l'analyse que j'ai pu faire de votre livre. Alors, ça commence fort. Oui, affabulation, méconnaissance, non pas du tout. Alors, je suis sur le terrain, monsieur est syndicaliste, n'est pas sur le terrain, c'est un homme de bureau. Moi, je suis sur le terrain et je vois ce qui se passe. Et de plus, tout ce que je dis, affabulation, soi-disant, sont accompagnés de preuves écrites, soit d'attestations, soit de procès-verbaux. Tout est attesté par des preuves. Donc, voilà. Écoutons, affabulation, parce que d'entrée de jeu dans votre livre, vous exprimez très clairement que vous êtes policière, ce qui n'est pas le cas. Vous n'avez jamais été policière. Vous avez été adjointe de sécurité, certes. Et il suffit de regarder la couverture de votre livre. On pourrait croire, en voyant votre carte de professionnelle, que vous êtes policière. Mais quand on lit bien, on lit agent administratif. C'est bien clair sur la carte qui avait bien marqué adjoint administratif de première classe. Donc j'ai toujours été transparente sur tout. Et quand il dit ADS, alors ce n'est pas un policier. Alors je m'indigne de ça, puisque moi je ne suis plus ADS maintenant, puisque j'ai réussi adjoint de sécurité. Les adjoints de sécurité font les mêmes missions que les gardiens de la paix. Je crois que vous avez passé le concours de gardien de la paix. Oui, et je l'ai réussi aussi. J'ai réussi le concours gardien de la paix, le concours adjoint administratif en même temps. Et j'ai choisi le concours adjoint administratif tout simplement parce que l'oral a été pour moi plus approprié à ce que j'attendais de la police au niveau adjoint administratif que gardien de la paix. Gardien de la paix, les questions étaient basées sur est-ce que ma mère porte le voile, est-ce que je fais le ramadan, qu'est-ce que je pense de la politique parce que je suis d'origine tunisienne. Vous pensez que vous avez été discriminée dans cet oral? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis française et je le dis et je le redis. Est-ce qu'on demande à un chrétien s'il va à la messe le dimanche? On ne lui demande pas. Alors pourquoi on demanderait à une personne qui a un prénom ou un nom à consonance maghrébine s'il fait le ramadan? Je peux m'appeler Siem et pas être du tout pratiquante ou pas être du tout musulmane en plus. D'accord. Écoutons Didier Jacob. Vous avez également beaucoup d'incohérences dans ce que vous expliquez dans ce livre, qui démontre bien votre totale méconnaissance du métier de policier, notamment celui de la police de l'air et des frontières. Quand vous exposez notamment dans votre livre que des consignes verbales suite à un article du Point consisteraient à froisser les passeports pour les faire considérer comme faux, un simple froissage d'un passeport ne permet pas de dire qu'il est faux. Bien au contraire, il y a tout un tas de choses à étudier sur un passeport qui n'est pas visible à l'œil nu, via notamment des lampes ultraviolettes. Si vous l'aviez su, vous auriez évité d'écrire ce genre de choses. Alors, le froissage, oui, c'est un chapitre qui effraie tout le monde. C'est très très important à dire. Alors monsieur est complètement, lui, incohérent dans ses propos.
puisque en effet, je cite l'exemple de l'américain. Oui, qui a une allure un peu basanée. Alors pourquoi, puisqu'on est si professionnel que ça et puisqu'on ne peut pas se tromper, alors pourquoi l'américain, on lui a dit qu'il avait un faux passeport tandis que son passeport était authentique. Donc on a dû le froisser pour trouver l'excuse, c'est l'alibi, pour dire qu'il était froissé. Ça, c'est juste pour faire du chiffre. Et voilà, la preuve qu'il ne connaît rien du terrain. Attendez, vous avez prononcé une phrase intéressante, c'est la politique du chiffre. C'est-à-dire que quand on lit votre livre, on a l'impression que la police des frontières subit une pression énorme au point de vue chiffre. Oui. Et qu'un cas, même s'il est injuste, représente un bâton. Bien sûr, dans même s'il n'est pas justifié et même si la personne est libérée. Parce que, soi-disant, la police aux frontières se serait trompée. Et ben, elle est comptée comme un expulsé, comme un individu non admis sur le territoire. Voilà. Il y en a d'autres comme ça, mais je voulais dire simplement que vous étiez certainement dans un service, la police aux frontières, qui est certainement celui qui reçoit actuellement, compte tenu de la politique d'immigration, la pression politique la plus forte. Énormément. La pression est faite sur la hiérarchie l'a fait sur les collègues. La répercute sur les collègues, voilà. Page 32, vous abordez un moment de confrontation qui fait suite à un dépôt de plainte pour viol, donc que vous avez malheureusement subi. Sauf que dans ce que vous écrivez, il y a une totale incohérence entre la description que vous faites et la réalité des faits, notamment en matière de confrontation. Il faut savoir que s'il y a un enregistrement filmé effectivement lors d'audition, ce n'est pas le cas pour la confrontation. Alors là, je l'arrête. Pour la confrontation, il y a eu la webcam et c'était filmé. Tout a été filmé, toutes mes auditions ont été filmées et à un moment donné, à plusieurs reprises, on demandait soit d'effacer, soit de changer le disque. Pour être précis, donc il y a eu ce qui vous est arrivé, une enquête qui a abouti à l'arrestation, donc une enquête efficace qui a abouti à l'arrestation du violeur. Vous avez été confronté avec lui et c'est dans le cadre de cette confrontation qu'il y a cette histoire de bandes ou de disques qui ont été effacés partiellement. C'est de ça dont on a parlé. Oui, tout à fait. Parce que vous avez tenu des propos qu'on ne voulait pas voir rapportés, ou bien ce sont les policiers qui ont tenu des propos? parce que la policière, à ce moment-là, quand j'ai été confrontée par mon violeur, elle a voulu mettre ma parole en doute. Vous étiez consentante, quoi. Et voilà, comme ça, en voulant me faire passer pour une personne consentante. Donc, elle a utilisé des mots en disant « Oh, il est beau, hein, je le trouve beau », en étant très gentil avec lui. Lui n'a rien eu comme question, et toutes les questions étaient sur moi et m'attaquaient. Donc, à un moment donné, moi, oui, j'ai dit pendant qu'on y est, vous pouvez lui offrir un café. Et là, elle s'est énervée, elle s'est levée et elle est venue vers moi et elle m'a mis sa main comme ça. Elle m'a dit mais je vais lui mettre 2 beignes à celle-là. Mais voilà, j'en suis restée traumatisée. J'en suis restée extrêmement traumatisée. Donc on me dit que par contre, après pour relativiser, on dit que ce sont des formes, des choses courantes qu'on fait un interrogatoire sur un viol pour mettre pression à la victime. Voilà, je trouve ça abominable. Donc voilà, pour bien comprendre, parce qu'il y a cette plainte, et cette plainte a eu une incidence sur vos dépôts de plainte pour viol, parce qu'il faut revenir pour comprendre. Oui. Vous avez le sentiment que quand vous êtes allé déposer cette plainte pour viol, et cette confrontation dont on était en train de... Ils me l'ont fait payer, bien sûr. Ils n'arrivent pas, comme ils savent que tout ce que je dis est vrai et basé sur des preuves, donc ils ne savent pas sur quoi m'attaquer. Et c'est très bas de m'attaquer en plus de ça sur le viol. C'est extrêmement bas. Ben pour moi, ce livre, il ne devrait pas s'appeler Omerta dans la police, mais Vendetta dans la police. Voilà, c'est un règlement de compte avec certains fonctionnaires de police pour des agissements qui sont peut-être avérés. J'espère que dans quelques mois, la justice se prononcera et donnera toute la vérité sur cette affaire. L'article 10 du Code de déontologie est très clair. Alors, sur ça, tout est avéré par des preuves, je le dis et je le redis. Tout ce que lui dit est complètement aberrant. Moi, ce qui m'indigne, c'est que lui s'indigne des faits que je dénonce au lieu de s'indigner des faits eux-mêmes. Oui, alors, vous dites d'ailleurs dans votre livre que votre grande faute, c'est d'avoir porté plainte contre la hiérarchie. Oui, la preuve, c'est qu'à ce moment, dès qu'on les dénonce, on est considéré comme une traître dans la police. On n'a pas à dénoncer. Et lui va me parler de l'article 10. Là, il commençait à me parler de l'article 10, oui, qui dit qu'il faut qu'on dénonce tout acte illégal. En effet, je l'ai fait en interne. J'ai fait des rapports. On a porté plainte en interne. Mais c'est ce qu'on a fait. Moi, je les ai dénoncés en interne. C'est lui. Lui, il me parle de ça, mais je vous dis qu'il n'a même pas lu le livre. Il ne l'a même pas lu. Où est cette plainte?
La plainte pénale. Oui. Alors par le procureur de la République, elle a été classée sans suite, en effet, parce que l'enquête a été faite par la police des polices qui est l'IGS, bien sûr pas d'impartialité. Donc on a 30 ou 40 témoignages en notre faveur. 2 personnes ont été convoquées, des témoins de notre côté. Et les 2 personnes ont eu des pressions énormes et ils nous ont fait des attestations en expliquant comment s'est passée l'audition, en leur disant qu'on ne s'attaque pas à la hiérarchie, qu'on est des traîtres, que c'est le pot de fer contre voilà, le pot de terre, et tout ça et tout ça. Donc c'était pas, on va dire, une surprise que le procureur l'ait classé sans suite. Puis après, donc maintenant on a saisi le juge de doyen d'instruction et on attend maintenant. L'article 10, c'est un devoir pour le policier de dénoncer les discriminations auxquelles il a pu assister. Et vous détournez totalement le contexte dans lequel vous avez vécu certains faits, parce que vous stigmatisez un service quand vous dites, notamment dans les médias, qu'il y a 30% des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières qui seraient racistes. Il y a 500 fonctionnaires de police de l'air et des frontières à Orly. Ça veut dire que 150 policiers seraient racistes. Eh bien, je vous demande, si c'est vrai, de les dénommer individuellement et de les attaquer en justice. Alors là, oui, c'est 30% et je l'atteste et je dis que c'est à peu près 30% des policiers aux frontières qui sont racistes. C'est une appréciation personnelle que j'ai fait moi en 3 ans et demi de police aux frontières. Lui, il n'a pas fait de terrain, il n'a pas travaillé à la police aux frontières d'Orly. Donc lui, il dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut. Et attaquer personne par personne les 158 fonctionnaires de police, je pense que voilà, je dénonce tout ça dans mon livre et je dénonce des faits avec des preuves et des exemples à l'appui. Donc ils ne savent tellement pas sur quoi m'attaquer qui sont, excusez-moi, mais qui sont pas crédibles. Et je dis, le syndicat Alliance n'est pas malheureusement le syndicat des collègues, c'est le syndicat du ministère de l'Intérieur. Et ça, tout le monde le sait. Voilà. Ça, c'est votre appréciation. C'est mon appréciation et je le dis, c'est malheureux à le dire, mais c'est comme ça. Alors, c'est important, voilà, cette confrontation, ça vous a donné l'occasion d'expliciter et sûr. d'éclairer ce livre, donc CM Suite, donc avec la collaboration de Jean-Marie Montali, Omerta dans la police, et il y a votre carte, il y a votre visage, et il y a bien précisé que vous êtes adjoint administratif de première classe. Voilà. Alors, je voulais, en matière de conclusion, dites-nous aujourd'hui que vous êtes une adjointe administrative de première classe, très heureuse, voilà, dans mon service et très épanouie. Voilà, voilà, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Piccoli. Au revoir.